Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour le cinquième échange du Salon du promoteur littéraire online. Vous le savez déjà, l'événement organisé par l'association de consulting littéraire Acolyte. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, bonsoir Dominique, on t'entend très bien. Bonsoir Fatoumata Sissé, bonsoir l'abbé Fernand Malik. Ravi d'être avec vous ce soir. Plaisir Bonsoir, merci, le partagé. plaisir partagé. Voilà. Alors, depuis le 21 octobre que le SAPLO a commencé, nous avons élargi beaucoup d'échanges, nous avons échangé autour de beaucoup d'échanges, autour de beaucoup de thématiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une toute nouvelle thématique qui va venir, n'est-ce pas, booster les échanges qui ont déjà eu lieu. Et la thématique du jour, ce sera format des livres, les formats des livres et la redynamisation des habitudes littéraires. Alors, c'est avec vous, c'est avec vous. C'est vrai que nous étions quatre à l'entame avec Marina et avec Marina qui n'a pas pu être avec nous. Mais nous allons donc continuer, nous allons continuer. Et nous étions également avec Lazare qui va nous suivre, mais dans les commentaires. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne en ce moment. Vous pouvez participer à tout moment et laisser vos avis dans les commentaires, vos contributions ou vos questions. Alors, je vais laisser le soin maintenant à tous les panélistes de se présenter et de nous donner, n'est-ce pas, la quintessence de leur biographie littéraire. Alors, on va commencer par Fatoumata, bonsoir. Bonsoir Dominique, rebonsoir. Merci beaucoup de me donner la parole. Tout d'abord, j'aimerais encore une fois saluer l'initiative de ce salon qui est un espace dont on a besoin, dont le continent a besoin, dont les amoureux de la littérature, des littératures ont besoin. Donc, merci à Pauline et à l'association Acolyte pour cette initiative qui, on l'espère, est à la première édition et verra encore d'autres belles éditions s'organiser. Donc moi, je me présente, je suis Fatoumata Sissé, je suis blogueuse littéraire. Je me présente principalement tout premièrement en tant que blogueuse littéraire. J'ai lancé ma page sur Instagram, ou du moins sur les réseaux sociaux en 2023, en janvier 2023. Ma page est dédiée à la promotion des littératures africaines, fait de la recommandation littéraire, des lives avec les auteurs ou tout acteur ou actrice littéraire africain, je précise. Et tout ça dans le but de porter haut la littérature africaine afro, parce que à l'époque où j'ai lancé ma page, j'ai estimé que à partir du moment où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la question, j'ai estimé que je me suis rendu compte que elle n'était pas portée à l'échelle qu'elle méritait en fait. Donc j'ai voulu mettre ma pierre à l'édifice en lançant ma page sur les réseaux. Et parallèlement à ça, j'ai créé une émission littéraire sur YouTube qui est vraiment destinée à recevoir les auteurs sur un plateau, on va dire. Le concept de l'émission, en fait, c'est de recevoir les auteurs et autrices dans un endroit que je cible et pour avoir un cadre différent à chaque interview. Donc, afin qu'ils viennent parler de leurs livres, de ce qu'ils font, de leur passion, justement, pour tout ça, pour promouvoir encore une fois la littérature africaine et ses intervenants et ses promoteurs et ses acteurs et actrices. Donc voilà pour moi. Et parallèlement, je fais aussi de la modération, des interviews. C'est une casquette qui est assez large. J'ai une seule et même casquette parce qu'elle a le même objectif, qui est la valorisation des auteurs africains et autrices africaines et afro-descendants. Donc, je suis très ravie aujourd'hui de me retrouver devant vous, en votre compagnie, justement pour participer à ce panel-là. Merci beaucoup. Merci Fatoumata, c'est nous qui sommes ravis de t'avoir. Tu avais déjà modéré le panel précédent du Salon du promoteur littéraire en ligne et aujourd'hui, avec ta casquette de blogueuse, tu sieds parfaitement à la thématique qui a été choisie. Alors, on va continuer les présentations avec l'abbé Malik qui va se présenter. Bonsoir l'abbé. Bonsoir, je m'appelle Fernand Malik Djouliadji. Je suis prêtre de l'archidiocèse de Yaoundé. Et justement, en tant que prêtre de l'archidiocèse de Yaoundé, j'ai à ma charge, à ma responsabilité, une école catholique, l'école catholique Saint-Augustin de Ngousso.
Et justement, dans le cadre de la formation des jeunes, des enfants, nous avons lancé un projet dans notre établissement d'une médiathèque scolaire. Et c'est justement dans ce cadre de promoteur de la médiathèque scolaire Saint-Augustin de Mousso que je me retrouve comme participant à ce salon du livre en ligne. Et ma présence ici, pour moi, est déjà une grande joie parce que c'est l'occasion pour moi, depuis le début de la semaine, de revoir, d'écouter et d'apprendre davantage en ce qui est du livre avec les grandes figures qui y sont présentées. Et nous-mêmes, en tant qu'amateurs et lecteurs, c'est une occasion d'enrichissement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes là pour partager et justement aussi pour apprendre davantage des expériences des autres afin d'améliorer la qualité de service que nous offrons à nos enfants qui sont, comme qui dirais-je, l'avenir de la littérature. Donc, c'est important pour nous en tant que promoteurs d'avoir les outils, les ressources nécessaires pour mieux orienter les jeunes qui sont à notre disposition. Donc, tout au long de ce salon qui a commencé il y a de cela quelques jours, nous enrichissons et puis nous verrons comment développer nos petits efforts pour permettre à ces enfants et nous-mêmes aussi, qui sommes des amateurs, de grandir et d'apprendre davantage en ce qui est de la littérature et de ses avenants. Donc, je vous remercie. Nous sommes en Gousso et notre petite bibliothèque médiathèque offre des services pour les élèves, tout particulièrement, et pour les parents de la zone et aussi pour quelques jeunes de la paroisse qui, de temps à autre, viennent consulter nos documents. Donc, je vous remercie déjà pour l'invitation et j'espère que notre présence apportera un petit plus dans ce grand échange qu'est le Salon du Livre. Je vous remercie. Merci l'abbé, merci d'avoir accepté de participer à ce salon. Vous l'avez dit, il s'agit bien d'un effort commun. Alors, dans ce panel, il devait y avoir également Balima Lazare qui n'a pas pu être en ligne, en visio avec nous, mais qui va réagir en commentaire. Alors, pour me présenter, je suis Dominique Nitelab, promotrice de DGCOM Service, une agence spécialisée dans les métiers de la voix. Je suis également passionnée par les questions qui touchent au patrimoine et à l'identité. Et dans le cadre de cette rencontre, je serai la modératrice. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet du jour, nous allons explorer avec vous et voir comment le livre va, comment le livre va apporter enfin, comment les panélistes que vous êtes allez apporter chacun votre vue, votre perception des nouveaux formats littéraires et en rapport avec la redynamisation des habitudes littéraires. Voilà, alors je vais commencer par passer la parole à l'abbé Fernand avec cette question. Selon vous, quelle peut être l'importance, l'impact des formats? Qu'est-ce que vous entendez déjà par format des livres et redynamisation des habitudes littéraires? Merci de me passer la parole pour ouvrir ce panel. Tout d'abord, il faut déjà voir, lorsqu'on parle de format de livre, il s'agit tout d'abord la manière dont un livre est présenté ou conçu. Et lorsqu'on parle de manière à ce sens-là, on peut inclure sa structure, on peut inclure son apparence et même le type de support sur lequel il est publié. Et justement, le format de livre, dans le format de livre, on peut retrouver des éléments clés tels que son support qui désigne un type de matériau sur lequel le livre, autant pour moi, est imprimé ou enregistré. Et les principaux supports que nous pouvons avoir, le plus connu et le plus, jusqu'à aujourd'hui, le plus usité, c'est le support papier, c'est-à-dire les livres physiques que nous avons à nos portées. Et également déjà avec la révolution technologique, les supports numériques
les supports numériques. Et maintenant aussi, nous avons déjà les supports audio avec les postcards qui sont de plus en plus appréciés par la jeune génération avec l'avènement des casques multimédia. Il y a également, d'un autre côté, à côté des supports, on peut encore voir euh, la taille et la mise en page. Les livres grand format, les livres format de poche. Et là, c'est au niveau du caractère du texte, la taille du texte qui fait en sorte qu'on puisse les distinguer de la sorte. Et puis après, on peut avoir quand même les contenus qui peuvent être différenciés selon le format du livre. Et c'est la raison pour laquelle, au final, il y a, en termes d'accessibilité, il y a des livres, certains formats qui sont plus adaptés en fonction des personnes et des besoins spécifiques. Et c'est ce qui fait justement la nuance en termes d'habitude et de redynamisation littéraire. Il faudrait voir quel est le style de personne et quel est le style de format qui sied. S'il faut parler de redynamisation des habitudes littéraires, il faudrait éviter tout d'abord de faire une généralisation active en se disant le format papier est plus recommandé, le format numérique est plus recommandé. Je crois qu'il faudrait tout d'abord commencer par faire une radiographie des lecteurs, des personnes sources ou alors des personnes ressources et en fonction de leur, je ne parlerai pas forcément de personnalité, mais en fonction de leur identité littéraire, voir quel est le format qui sied dans ce sens-là. Pour un début, je crois qu'on peut ouvrir avec cette approche et puis je passe également la parole à Fatoumata. Peut-être qu'elle a une autre approche de la chose pour qu'on puisse déjà baliser le thème de ce jour avant d'y ancrer de façon plus profonde, en profondeur dans les échanges. Alors, Merci beaucoup. Fatoumata, justement, quelle est l'importance, quel est le poids que tu donnes à cette thématique, format des livres et redynamisation des habitudes littéraires? Merci Abbé pour ton intervention. Merci à Dominique aussi de me passer le micro. Je rejoins totalement Abbé. Effectivement, le fait que depuis quelques années maintenant, il y a une forte diversification des formats de livres, allant du papier au traditionnel à l'e-book et même passant par l'audiobook aussi, qui est en essor depuis quelques temps maintenant. Je dirais que oui, il est important de redynamiser les habitudes littéraires, comme l'a dit Abbé, en fonction des formats qui conviennent à chacun. Des formats qui conviennent à chacun parce que, par exemple, si je prends les enfants, je dirais que les formats, pour commencer en tout cas, initier les enfants à la littérature, à la lecture, les formats qui seraient le plus adaptés seraient le livre papier pour tout de suite les sensibiliser à ça et les familiariser avec ça. Ou à la rigueur, les audiobooks. Parce qu'on sait que les enfants sont très sensibles, même dès le plus jeune âge, le bas âge, à tout ce qui est éveil musical avec des livres audio. Donc oui, je dirais que la diversification des formats du livre, dans son essence même, est l'élément qui, en soi aussi, redynamise les habitudes littéraires. Donc, tout ça pour dire que je rejoins totalement Abbé dans son introduction, parce qu'il m'a ôté les mots de la bouche. Hein. Bien sûr, ça se comprend tout à fait en fonction du contexte et en fonction du style de personne. Alors, est-ce que selon vous, les auteurs ou les éditeurs devraient intégrer cela dans la production, lors de la production ou du travail d'édition? Quelle est selon vous la posture des éditeurs par rapport à ces formats littéraires? Est-ce qu'ils doivent mener une étude déjà pour voir ce qui se fait en fonction des contextes dans lesquels ils sont? On prend avec Malik. Justement, le travail des éditeurs serait de ne pas publier un livre ou alors de publier un livre déjà en connaissance du contenu en fonction de la cible. Et on peut facilement, comme disait Fatoumata, si c'est un livre jeunesse, obligatoirement, il faudrait que nous ayons
un accès papier, un format support papier, de sorte que les enfants puissent entrer directement en possession de ce style de livre. Et maintenant, lorsqu'il s'agit de livres jeunes, on peut, puisque nous savons que la jeunesse aujourd'hui supporte facilement les e-books, les livres audio également, on peut également faire des supports audio pour permettre à ces jeunes qui, même en marchant ou avec leur AirPods aux oreilles, peuvent écouter et réécouter le livre selon leur bon vouloir. Donc, c'est vraiment un ensemble d'éléments à prendre en compte dans l'édition, et puis et pour permettre justement aux éditeurs d'ancrer dans leurs frais, parce qu'on ne publie pas pour ne pas ancrer dans les frais, permettre aux éditeurs d'ancrer dans leurs frais, il faudrait justement savoir quel est le format qui sied à ce style de livre et à ce style de contenu. Et je crois que cette étude devrait donc être faite par toutes les maisons d'édition pour voir comment désormais cibler ou alors comment désormais produire les livres en ayant en esprit leurs différentes cibles. Merci. D'accord, merci l'abbé, merci pour cette contribution. Vous avez parlé tout à l'heure des formats des livres qui ne devraient pas conditionner, n'est-ce pas, les habitudes, ou bien qui ne devraient pas conditionner le lecteur, le potentiel lecteur qui peut tenir le livre. Et avec Fatoumata, qui est une blogueuse, Fatoumata, est-ce qu'on peut voir avec toi comment est-ce que tu es arrivé à mettre en place ton blog? Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est parti de quelle observation? Merci Dominique. Alors, mon blog, je l'ai créé, donc je le rappelle, en janvier 2023. Et ça a fait suite à moi, l'intérêt qui a grandi en moi de m'intéresser à la littérature, déjà, à la littérature. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, on va dire, internationale, j'ai commencé à cogiter, à me dire, ah, mais donc ça, c'est la littérature, on va dire, occidentale. Qu'est-ce que nous, sur le continent, on offre comme littérature? Parce que moi, j'ai grandi avec les classiques aussi, L'Enfant noir de Kamara Lai, L'étrange destin de Wangan, Une si longue lettre de Mariam Abba. Enfin, voilà, j'ai grandi étant plus jeune en lisant ces classiques-là, mais sans plus. Parce qu'à l'école, la littérature pour moi, ou du moins la lecture pour moi à l'école à l'époque, c'était plus une corvée qu'autre chose. Donc voilà, j'avais pas d'affinité entre la lecture et moi. Et c'est donc juste avant le lancement de ma page que je me suis intéressée à la littérature du continent, qu'offrait le continent. Et je me suis dit, waouh, mais on a tellement de bons auteurs sur le continent, on a tellement de choses à faire découvrir à travers les livres. Parce que cette époque de si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre, elle est révolue cette époque. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser, je me suis dit, waouh, vraiment, il faut que je parvienne, je mette quelque chose en place qui me pousserait, qui ferait en sorte que tous ces auteurs-là, ou du moins, en tout cas pour un début, une partie, puissent être mis en valeur et que les gens qui me suivront peuvent découvrir aussi en même temps que moi je les découvre. Parce que autant c'est une découverte pour moi, autant cette découverte-là, j'ai envie de l'élargir à un plus grand public. Et c'est de cette observation-là, en me disant que la littérature africaine, afro, n'était pas reconnue à sa juste valeur, qui m'a poussée à créer ma page. Et quand j'ai créé ma page sur les différents réseaux, moi j'ai commencé avec, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai commencé par les livres papier traditionnels. J'ai pas encore été baptisée, ou j'ai pas encore passé, je suis pas encore passée à l'e-book ou à l'audiobook. Pour moi, le format classique, ça c'est propre à moi, c'est totalement subjectif. Le format classique des livres, c'est ce qui me convient le mieux. Parce que j'aime bien palper le livre, j'aime bien le sentir entre les mains, j'aime bien savoir que j'ai le livre entre les mains, donc j'arrive à plonger dedans. C'est palpable. Que de me retrouver avec, no offense, évidemment, avec un écran, avec un texte. J'ai pas l'impression de lire, en fait, quand j'ai un e-book entre les mains. Quand je lis sur Oui, bien écran. sûr. Donc, OK. voilà. Alors, Fatoumata, nous ne parlons pas seulement de livres, nous parlons aussi de promotion littéraire. Vu que le thème, n'oublions pas que la thématique centrale, c'est bien communiquer pour exister. Nous parlons aussi de promotion littéraire. Et donc, avec ton blog où tu fais une promotion, voilà, des auteurs et de la littérature, comment est-ce que
qu'est-ce qui t'a poussé à te dire que ça pouvait être une façon d'impacter, que les blogs ou les podcasts littéraires pouvaient amplifier voilà, la voix de la littérature davantage? Parce que c'est uniquement parce que il y a eu un avènement du numérique et des réseaux sociaux. Parce que j'aurais pu, je sais pas moi, passer par un média de masse ou dans les journaux ou en tout cas par les médias traditionnels. Mais c'est parce que aujourd'hui, il y a un essor des réseaux sociaux qui est réel depuis quelques années d'ailleurs, hein, qui n'est pas Oui. négligeable. Et je me suis dit, on est dans un siècle où pour moi en tout cas, l'une des meilleures manières d'atteindre un public large, c'est les réseaux sociaux. Et vu que j'ai un Mhm. message à porter à travers la valorisation des littératures africaines, afro, je me suis dit que il n'y avait pas d'autre moyen pour moi, ou c'était une évidence pour moi de passer par les réseaux sociaux. De passer par les réseaux sociaux et de créer mon blog justement sur les différents réseaux parce que je savais que ça allait pouvoir atteindre un public plus large que si je passais par un autre moyen de communication. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la promotion via cet outil-là. Et que je me suis dit qu'un blog sur les réseaux ou un podcast ou une émission littéraire serait la manière la plus évidente pour moi de promouvoir la littérature, de porter le message que je voulais faire porter. Enfin, que je voulais porter plutôt. J'aimerais ajouter, si possible, Oui. voilà, justement en termes de promotion de la littérature et de redynamisation des méthodes littéraires, je parle dans le cadre des médiathèques scolaires. Et il nous arrive justement dans ce cadre de la promotion de la littérature déjà le simple fait même de créer une bibliothèque dans une école, c'est déjà un signe de promotion. Qui plus est une école primaire où les enfants tous ne savent pas encore lire, c'est déjà une occasion pour nous de promouvoir la littérature. Parce que dès la prime enfance, nous permettons aux enfants d'avoir accès justement aux livres, de les toucher, de les palper, comme le disait si bien Fatmata, et, et de faire une expérience concrète du livre. Et dans le cadre concret même de notre école, qu'est-ce que nous faisons? En plus de l'accessibilité à la bibliothèque par les élèves, nous organisons depuis le début de cette année des clubs de lecture interactifs, des clubs de lecture interactifs dans lesquels, en fonction des salles de classe, on peut créer des groupes ou alors dans lesquels certains élèves se mettent ensemble pour discuter de leur lecture. Et je crois que le 4 novembre, nous avons le lancement officiel du club de lecture de l'école, puisque les enfants ont terminé ils ont terminé la première évaluation, ils se sont bien intégrés dans l'école et maintenant on lance la série, les activités. À côté du jour de ces clubs de lecture interactifs, il y a des ateliers d'écriture qu'il faut mettre sur pied. Il y a des ateliers d'écriture qu'il faut mettre sur pied pour permettre aux élèves dès la prime enfance d'avoir le goût de l'écriture. Et dans ce sens, nous avons mis sur pied un petit journal, un journal scolaire, un mensuel qui sort chaque mois, le Petit Augustin, et dans lequel les enfants, les élèves ont la possibilité d'écrire, de rédiger quelque chose en lien avec la thématique centrale du mois. Ça permet justement aux enfants de savoir écrire, de savoir lire et de prendre à tâche avec déjà une certaine rédaction, bien que primaire. Il y a toujours justement, dans le cadre de la promotion de la littérature et du livre, nous organisons des cafés scolaires. La Oui. première expérience aura lieu le 21 novembre et nous prenons un thème pour permettre aux enfants de discuter. On appelle des experts, des professionnels qui exposent sur un sujet et les enfants, avec leur expérience de lecture, peuvent désormais interagir en posant des questions peaufiner, pour peaufiner leur goût de la lecture. Donc, redynamiser les habitudes littéraires revient à remettre le livre au centre de nos préoccupations, de remettre le livre au centre des problèmes de la jeunesse, au centre des problèmes des enfants, pour leur permettre de savoir que le livre existe, pour leur permettre de voir le livre, pour leur permettre de le toucher et pour leur permettre de lire et justement
de faire une expérience concrète parce que la littérature, au final, tenez-le pour dit, passe toujours par une expérience concrète avec le livre, une rencontre. Il y a toujours une Oui, rencontre avec un livre qui fait le déclic de notre amour de la littérature, notre passion pour la lecture. Et à côté de tout cela, il y a des excursions qu'on oui. organise dans les bibliothèques partenaires. La Seine, l'Institut français, la Maison des Savoirs et d'autres bibliothèques qui nous sont environnantes pour permettre aux enfants de voir, de savoir comment ça fonctionne et de ne pas être en déphasage avec l'évolution des, l'évolution de, l'évolution de la problématique littéraire. La jeunesse de notre médiathèque fait en sorte que nous n'avons pas encore élargi notre salle à tous les formats, mais nous y travaillons pour que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, que les enfants aient accès à tous les formats de livres déjà sur place. Donc c'est dans ce sens-là que nous pouvons ajouter une contribution en termes de redynamisation. Merci. Un travail remarquable que vous faites, l'abbé. Alors, ce que je tire de votre propos, c'est placer la littérature au centre des préoccupations. Voilà, ça, c'est une phrase très intéressante. Et justement, vous parliez de vos partenariats avec la Maison des Savoirs et nous avons Régine Nadège Ekodo qui est avec nous. Bonsoir Régine et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous pouvez à tout moment laisser vos commentaires. Il y a d'ailleurs Marie Hyacinthe qui a laissé un commentaire. Les formats de livres évoluent avec la réalité de la diversité, des aptitudes d'apprentissage et aussi pour maximiser leur accessibilité. Est-ce que le marché du livre africain s'interroge sur l'accessibilité du livre? Alors, Fatoumata, selon toi, est-ce que le marché du livre africain s'interroge sur l'accessibilité du livre? C'est une très Euh, bonne question. Merci. c'est une très bonne question, effectivement. Merci Marie pour la question et merci Dominique pour la parole. Effectivement, je pense que de mon point de vue et de mon regard en tant que blogueuse, je dirais que l'accessibilité du livre traditionnel, je pense que c'est une préoccupation pour le continent, pour on va dire le marché du livre africain. Maintenant, je pense que mieux faire, pour moi, hein, je pense que le marché du livre africain fait étape par étape. C'est-à-dire sensibiliser déjà les communautés ou les Africains à ce format-là, finir cette étape-là et ensuite passer aux autres formats. Parce que si on fait tout d'un coup, tous les formats, je pense que même si ça serait pertinent, hein, parce que les habitudes doivent changer et les habitudes même sont en constant changement. Oui, Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, mais je pense que ce n'est pas encore arrivé au niveau où ça devrait arriver, où c'est censé arriver. Si je compare par exemple à la France, où je suis moi actuellement, et en tant que blogueuse, ici, il y a toutes sortes, vraiment, les formats, tout le monde a adhéré. C'est-à-dire que tout le monde le livre traditionnel est au même niveau que le e-book, est au même oui. niveau que l'audiobook. Enfin, Oui, chaque l'audiobook livre a sa place. oui, exactement. Chaque format de livre a sa place. Mais je pense que le marché du livre africain a un train de retard, mais qui est largement rattrapable. Je pense juste que c'est un processus qui se fait étape par étape. Un pied après l'autre, comme on dit. D'accord. Et justement, il y a des choses, il ne faut pas nier aussi qu'il y a des choses qui se font déjà. Il y a des promotions, des agences de promotion comme ton blog, par exemple, qui travaillent déjà dans ce sens. Et Mm. comme, n'est-ce pas, la médiathèque de l'abbé qui encadre. Voilà. Alors, il y a également un avis que nous a laissé une internaute, Bailash, C'est grâce, oui. voilà, Grâce. qui dit, c'est une suite logique pour moi à chaque nouvelle intervention, des lecteurs, lectrices ont pris le relais pour parler de leur passion. Après la télé, la radio ont suivi les forums, puis les blogs, les podcasts, et ce n'est que logique que les nouveaux médias s'y ajoutent. Je pense que je Alors fais suite là, à ton commentaire de tout à l'heure quand je parlais de quand tu m'as posé la question sur la promotion via les blogs et j'expliquais oui, que moi j'ai choisi les blogs ou la page sur les réseaux parce que c'est ce qui se présentait à moi à ce moment-là avec l'ascension des réseaux sociaux. Pour moi, c'était un outil le plus pertinent sur le moment de promouvoir la littérature parce que je savais que j'allais atteindre un plus large public oui. en ne passant pas pardon, forcément par les médias traditionnels. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a certainement. Tu me corrigeras, Grâce, si j'ai tort. Mais je pense que ça faisait suite à ce que je disais. Ok, d'accord. Alors, l'abbé, pour revenir au format du livre, justement,
Et d'un point de vue personnel, est-ce que selon vous, le facteur volume, en parlant du livre justement, est-ce que le facteur volume n'est pas un point qui peut influencer la réceptivité voilà, du livre par le lecteur? De façon personnelle, tout d'abord, je dirais que moi, j'aime beaucoup les livres volumineux Oh, parce que c'est un défi personnel de se dire, je vais terminer celui-ci. Comme on oui, dit si bien, je vais le manger. Et une expérience personnelle, et déjà en classe de sixième, je lisais les gros tomes de romans. Et j'ai commencé avec la saga Eragon de Christophe Paolini, que j'avais oui, retrouvé une fois dans les effets d'un de mes frères. Et j'ai retrouvé la suite à la médiathèque de l'Institut français, du Centre culturel français de l'époque. Et ça veut dire que en termes de réception, tout dépend de la passion avec laquelle nous prenons le livre. S'il n'y a pas de passion, que le livre soit minuscule, qu'il soit volumineux, alors on n'y a pas un intérêt particulier. Mais s'il y a justement la passion, s'il y a de la passion, alors le volume importe peu parce qu'on se Ouais. sent plongé dans un univers qui nous captive, qui nous motive et qui nous inspire. Et je crois que l'enjeu n'est pas tellement au style de volume, mais l'enjeu serait plutôt à l'intérêt que le lecteur porte sur le livre, sur telle ou telle thématique. Parce que justement, il y a des auteurs qui se plaisent à produire des tomes, des livres volumineux parce que le contenu y est. Il y a aussi d'autres qui préfèrent écrire tout simplement. Quand vous lisez par exemple les œuvres de Tolstoï, ce sont de gros volumes. Ce sont de gros oui. volumes, mais vous allez arriver chez un autre qui a des petits tomes. Camus par exemple, il fait des petits livres. Donc ça dépend justement de chaque auteur et c'est le lecteur en fait qui doit pouvoir trouver la motivation dans la lecture. Maintenant, il faut voir en termes de praticabilité, c'est-à-dire que est-ce que on peut se balader avec un gros livre, est-ce qu'on peut se balader avec un petit livre et tout ça. Alors maintenant, ça dépend du contexte dans lequel on se situe. Est-ce qu'on lit à la maison, est-ce qu'on a une bibliothèque personnelle, est-ce qu'on emprunte, est-ce que mais au final, le volume dépend de la motivation que nous avons par rapport au livre. Ok, Merci. Si je peux me d'accord. permettre, Dominique, de compléter ce Oui, que justement, je venais à toi. c'est Oui, ça, très intéressant ce qu'il dit parce que, notamment par rapport au volume, le fait que là, dans tes derniers propos, Abbé, tu as mentionné le fait que ça dépend aussi de si tu sors avec le livre, si tu le lis à la maison, si tu as en fonction du côté pratique. Et c'est justement pour ça qu'il y a certaines maisons d'édition euh, qui rééditent le livre, mais en format poche. C'est-à-dire oui. justement pour faire en sorte que le côté volume ne soit pas un problème et que ce soit que le contenu, parce que c'est le contenu qui compte, hein. Que le livre il fasse 1000 pages ou 200 pages, c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Donc, il y a des maisons d'édition justement qui s'attellent à rééditer en format moins volumineux, on va dire, justement pour rentrer dans les habitudes de consommation littéraire, on va dire, des lecteurs. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. D'accord. Alors, on va voir si les internautes qui nous suivent à présent partagent le même avis, justement, au niveau du format de livre, qui peut être aussi un format pour les nouveaux, par exemple, les nouveaux qui veulent aimer la lecture, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un facteur qui les influence et qui dit quand il prend un Tolstoï de 200 pages, de 400 pages, La guerre et la paix, il se dit, mais là, je peux pas finir. C'est vrai que l'écriture de Tolstoï est très simple, mais est-ce que tout le monde partage le même avis à cet effet? Voilà, on va recevoir les avis des internautes qui nous regardent en ce moment. Et pendant qu'ils réagissent, alors on va voir avec vous, l'abbé, comment selon vous, vous avez parlé de médiathèque et qui rentre justement dans le facteur nouveau format littéraire, nouveau format. Et comment, selon vous, quelles seraient, selon vous, les méthodes, les moyens, les éléments qu'on peut mettre en place pour redynamiser les habitudes littéraires? Voilà. C'est-à-dire ne plus juste se contenter de lire
Fatoumata a parlé d'audiobook, de e-book, etc. Quelles seraient, selon vous, les meilleures attitudes à adopter? Je crois que je crois qu'il faudrait pas en fonction de l'étape dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que nous n'allons pas demander à un lecteur professionnel, nous n'allons pas lui imposer les mêmes règles qu'à un débutant. Et Oui, parce que si on ne part pas on ne procède pas par étapes, on risque de briser quelque chose dans la chaîne. Maintenant, il faut voir en termes de médiathèque, il faudrait, je crois que le e-book devient une alternative à l'absence ou alors à la difficulté de toujours transporter un livre sur soi. C'est la raison pour laquelle, puisque nous avons un outil qui nous accompagne partout, un téléphone, une tablette ou alors un ordinateur, euh, on a réfléchi qu'il serait intéressant de contenir tout cela dans ce petit outil-là. Ça fait que vous pouvez avoir une bibliothèque de 50 000 livres dans votre téléphone, ce qui n'est pas toujours le cas avec le support physique. Et il faudrait donc oui, trouver, justement, il faudrait trouver la méthode pour permettre à tout un chacun de se trouver dans ce grand milieu-là en termes de... C'est là dans le travail des promoteurs, c'est-à-dire que organiser des activités pour permettre à tout le monde de se sentir, de rejoindre la mouvance de l'activité où on présente des livres physiques, des livres, des activités aussi, on fait la promotion du livre numérique, des activités, on fait la promotion du livre audio. Donc, il faudrait justement que chaque coin de lecture fasse la promotion d'un style de format pour permettre à tout le monde de se sentir à son aise. Sinon, à la limite, ça devient compliqué parce que lire seul devient, n'est pas toujours évident si on n'a pas la bonne passion. Dans ce oui. sens-là, je crois que... D'accord. Merci. Alors, je crois qu'on a Balima qui est un de nos panélistes qui intervient en commentaire, qui dit bonsoir. Pour un ajout par rapport à la question de Marie Hyacinthe, je dirais que oui, le marché du livre africain s'interroge sur son accessibilité, d'où la naissance de ces formats de livres et la naissance de toutes ces formes de promotion de la lecture. La principale difficulté est que certaines localités sont parfois inaccessibles. Les formats numériques qui semblent accessibles se trouvent limités par l'accès à l'Internet dans certaines zones. Le e-book nécessite une liseuse avec une bonne, je crois qu'il voulait certainement parler d'une bonne connexion Internet, oui. Voilà, je crois que Lazare apporte un avis assez précis sur la question d'accessibilité des nouveaux formats numériques concernant les zones reculées, par exemple. Oui, là, ça reste justement un problème qu'il faut pallier. Et parlons, vu qu'on est en train de parler de promotion littéraire, qu'est-ce qui, Fatoumata, pourrait être fait dans ce sens, dans le sens de rendre le livre accessible à tous, peu importe le format? Mais il y a déjà des initiatives, hein, Ouais, Dominique. oui, Notamment, il y a... ah, j'ai oublié le nom de... Elle s'appelle Ange Bellé, qui est oui, distributrice de livres. Elle est camerounaise. Sur le continent, elle fait ça au Cameroun et dans certains pays d'Afrique centrale et également d'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a déjà des initiatives de ce genre-là qui fait le pont entre les différents pays, justement pour rendre le livre accessible au lecteur, en fonction de ce que le lecteur, des habitudes de lecture, de ce que le lecteur il aime, et en fonction des intérêts aussi, des oui, intérêts, des différents intérêts de livres. Donc, pour moi, il faut juste continuer sur la lancée parce que les initiatives, il y en a plein. C'est ce que disait je crois, Christian, lors du panel que j'ai animé sur les nouveaux oui. médias, les médias traditionnels, qui disait que c'est l'un des rares domaines où il n'y a pas de concurrence. Donc, les initiatives Mais sont tout toujours petit bons à honnête. prendre. Exactement. Les initiatives sont toujours bons à prendre parce que le but est commun. On a tous le même intérêt, c'est de promouvoir la littérature, les littératures africaines ou même les littératures dans leur ensemble. Hein.
en fonction de ce que chacun aime. Et donc, pour moi, il faut juste continuer sur la lancée, qui est déjà là. Faut juste, oui, continuer les efforts et puis faire en sorte que chacun puisse trouver sa place, chacun puisse apporter les réponses adéquates en fonction des demandes qu'il y a sur le continent. Et Oui, puis, bon, les livres sont déjà là. Il faut juste continuer à les promouvoir justement pour les faire connaître. Parce que des auteurs, il y en a plein aussi qui sont en auto-édition, par exemple, qui ne passent pas forcément par les maisons d'édition. Et d'autant plus que quand tu es en auto-édition, on va dire que tu as moins de poids en termes de visibilité. Parce que quand tu as une maison d'édition, elle fait quand même l'effort de t'accompagner par rapport à la communication, par rapport à la promotion de ton livre et toi-même de l'auteur. Et quand tu es seul, c'est moins évident. C'est pour ça que moi, en tant que blogueuse sur les réseaux, c'est pas pour faire l'apologie des réseaux, mais c'est quelque chose par lequel moi j'ai commencé et qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une certaine communauté qui m'envoie même souvent des messages qui me disent ah oui, les livres dont tu parles, ah je découvre ça. Et c'est un réel plaisir vraiment de oui. voir que toi-même qui découvres, le fait que tu découvres ce que tu découvres aux autres, c'est reconnu, quoi. Non, non, franchement, ça fait plaisir et j'espère que les efforts vont continuer, que les initiatives vont continuer à grandir, quelles qu'ils soient, hein, ou quelles qu'elles soient. D'accord. Alors, l'abbé, avec la médiathèque que vous encadrez, qu'est-ce que vous remarquez comme avancée? Quels sont les avantages que la médiathèque peut produire? Quel effet est-ce que ça a sur les enfants, selon ce que vous remarquez? Je, je précise que je suis à Ngousso, à Yaoundé, au Cameroun, pour Oui, notre internaute qui avait besoin de oui, la justement. précision. Cameroun, Yaoundé, précisément à la chapelle Ngousso. J'avoue, c'est une expérience. L'année dernière, lorsqu'on lance le projet, nous arrivons à l'école, il y a presque rien, on lance le projet. La première difficulté est la difficulté des ressources. Parce qu'on n'avait pas un budget, investissement en termes, ce n'est même pas un investissement rentable, puisque ce n'est pas une médiathèque, euh, ce n'est pas une librairie, du coup, vous n'avez pas le budget qui va avec. Alors, je convoque les parents pour leur dire, j'aimerais pour nos enfants que nous mettions sur pied une médiathèque afin de permettre à ces enfants-là de grandir dans l'écriture, de grandir dans la lecture. Parce qu'on se rend compte, nous qui sommes dans le domaine de l'éducation, qu'il y a beaucoup réellement une baisse de régime en termes de niveau général. Et pourquoi? Parce que la formation, alors les enfants ont perdu les notions de base de la lecture, du goût de l'écriture. Alors on décide de créer la bibliothèque. On a eu des difficultés parce qu'on se disait à quoi ça va nous servir, on a eu des réactions et puis le projet n'a même pas été bien accueilli. À la vérité, heureusement, on avait des soutiens, on avait des parents qui s'intéressaient à l'affaire et on a pu mettre sur pied la bibliothèque. On a commencé avec, je crois, une centaine de livres. On a eu la grâce d'avoir des dons de livres de l'Institut français en fin d'année qui nous ont permis, ces livres-là, d'agrandir encore notre capacité à près de 200-300 livres déjà pour les enfants. Et ce que j'ai remarqué justement, c'est que après les premières initiatives mises en place, c'est-à-dire que les premières visites, les premières lectures, ce sont les enfants qui viennent me voir au bureau que Monsieur l'abbé, on part encore à la bibliothèque quand? Et ça, pour moi, c'est ma réussite de dire, il y a des enfants qui savent déjà que la bibliothèque existe, qui ont déjà le désir d'aller à la bibliothèque, qui ont déjà l'envie de lire et qui ont déjà l'envie de savoir ce que ça fait que d'avoir un livre en main. Et je crois que pour un début, il n'y a pas une plus grande joie que celle-là. Ça veut donc dire que si on fait de cette expérience une expérience archétype, modèle, si on élargit justement les offres, les possibilités d'accès, d'accessibilité aux livres, peut-être on peut donc inciter un mouvement général dans notre contexte africain camerounais pour permettre à plus d'un d'aimer davantage. Donc je crois que la promotion de la littérature doit pouvoir se faire comme une sorte de cancer qui se répand, qui se répand, qui se répand en fonction des sites. Et malheureusement, il ne reconnaît pas de nos gros sorts, mais chaque commune, chaque commune, chaque école, chaque grand milieu doit avoir en son sein
une bibliothèque. Et là, c'est la bibliothèque qui se fait proche du peuple, puisque le peuple peine à aller, les hommes peinent à aller vers les bibliothèques, parce que les bibliothèques, on en a. Il faudrait que les bibliothèques se rapprochent, ou alors les médiathèques se rapprochent du peuple, et qu'on ait dans chaque zone, dans chaque circonscription, une médiathèque ou alors une bibliothèque reconnue. Et là, le feu va prendre, comme on dit, et la magie sera lancée. Et vraiment, je suis très satisfait du travail abattu parce que mes enfants me harcèlent. Que l'abbé, on part à la bibliothèque quand? Et là, il faut pouvoir faire l'équilibre entre les programmes scolaires et les activités de lecture en bibliothèque. Là, on est obligé de réorganiser les cours, réorganiser les horaires, l'emploi de temps, pour permettre à chaque classe d'avoir minimum 30 minutes par semaine, obligatoirement en bibliothèque. Et après, de façon individuelle, les enfants pourront s'y rendre dès l'un ou l'autre livre. Donc, c'est déjà un grand pas. Et peut-être ceux de cette génération, mais ceux de la génération prochaine, quand ils viendront, ils auront peut-être une autre approche de l'affaire parce qu'ils auront, dès leur jeune âge, eu accès à la lecture, à la littérature et aux livres dans tous ces différents formats. Merci. Voilà, merci beaucoup l'abbé, c'est très intéressant ce que vous dites et ça pourrait vraiment intéresser beaucoup de parents qui nous suivent en ce moment. Est-ce que la médiathèque, elle est accessible à tous les enfants qui viennent de tout part? Oui, c'est ce que je l'ai dit en début. Elle est d'abord accessible pour les élèves, tout ça, elle est ouverte. Maintenant, pour les enfants qui ne sont pas élèves, on a un taux forfaitaire annuel et mensuel aussi pour permettre aux enfants de venir s'abreuver. Parce que je ne suis pas sûr qu'on ait dans les environs de Ngoussola une médiathèque ouverte au public. Et nous allons lancer bientôt la communication sur notre premier café scolaire qui aura lieu le jour de la journée de la philosophie, qui sera ouvert à tout le monde pour permettre aussi de venir discuter, de venir écouter ce dont il s'agit et faire aussi une visite guidée dans notre petite médiathèque. Voilà. Merci. D'accord, merci beaucoup l'abbé et vraiment beaucoup de courage, beaucoup félicitations et beaucoup de courage pour ces efforts qui contribuent à mettre le livre en avant au centre des préoccupations, comme vous l'avez dit. Alors, on a Ariel qui intervient dans les commentaires. Félicitations, Abbé Malik, pour cette belle initiative. La question du livre est toujours réfractaire au début, surtout pour les parents qui ne comprennent pas encore l'enjeu, d'où la nécessité de les sensibiliser agressivement comme on le fait avec la bière. Alors, merci Ariel, avec toujours sa touche d'humour. Merci beaucoup. Alors, ça me permet justement de renchérir sur ma prochaine question, Fatoumata. Quels seraient selon toi, étant donné qu'on parle d'élargir, de redynamiser les habitudes, quels seraient selon toi les moyens qu'on peut mettre en place pour commencer à toucher le problème à la racine, c'est-à-dire au niveau de la famille? Ah, mais là, je pense que AB rentre totalement dans le thème, hein, Ouais, avec les c'est clair, activités c'est autour clair. de Justement, avec complètement les activités, oui. les Oui. activités autour du livre, notamment avec la médiathèque mise en place. Donc, j'en profite. Félicitations à AB pour l'initiative. Très, très belle Oui. initiative, très beau projet qu'on espère voir grandir. Et justement, au niveau de la famille, on va dire les membres de la famille à sensibiliser vraiment vis-à-vis de la lecture. Enfin, le rôle des parents, en tout cas, vis-à-vis, ou le devoir même, je dirais, vis-à-vis des parents, vis-à-vis de leurs enfants, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être les pousser Oui. justement à faire des activités autour de la littérature et justement de sortir de cette zone de confort-là. Soit de créer un espace à la maison justement pour sensibiliser ou éduquer les enfants à la lecture, soit sortir Oui. de ce cadre familial et aller capter des activités qui se font dans des bibliothèques, ou même qui sont peut-être même souvent organisés au niveau de festivals ou d'événements de manière plus générale. Donc au niveau des familles, ouais, les cibles sont les enfants. Oui. C'est pousser à vraiment à lire. Parce que c'est D'accord. un devoir que chaque parent est censé avoir vis-à-vis de son enfant, parce que c'est eux l'avenir. Les enfants sont l'avenir. C'est eux qui, justement, en ayant cette habitude-là dès maintenant, parce que moi, j'aurais voulu, hein, je vous ai dit dès le départ que moi, j'ai pas eu beaucoup d'affinité avec la lecture quand j'étais plus jeune, parce que c'était une corvée pour moi. C'était à l'école lire pour avoir une bonne note. C'était pas lire pour
apprécier la lecture. Apprendre, oui, justement. Exactement, c'était lire parce qu'il y a un devoir sur table demain, donc il faut connaître le livre parce que sinon, tu n'as pas une bonne note. Donc, il faut casser ce cliché-là et c'est dès le bas âge que ça commence. Et même, Oui. moi, dans mon entourage, j'essaie de sensibiliser tout de suite, même si l'enfant ne sait pas lire. Le simple fait qu'il voit le livre, qu'il voit ce qu'il y a dedans, même les livres illustrés, par exemple, le fait qu'il y ait des dessins, l'enfant, il est stimulé par ça, même s'il ne sait pas lire. Lui montrer les images, lui montrer que oui, ça, lui expliquer par les images de quoi parle le livre, ou même lui lire le livre pour qu'il s'habitue et que son cerveau assimile l'exercice. Donc pour moi, ouais, au niveau de la famille, ça serait les activités principalement, toutes les activités possibles autour du livre. Merci Fatoumata pour ta contribution. Il y a d'ailleurs le directeur du quotidien Le Jour qui a commis il y a quelque temps un ouvrage qui est intitulé « J'aime l'odeur de l'encre au petit matin ». Justement, cette phrase m'est revenue quand tu y parlais et ça fait justement appel à cette culture-là, la culture du livre chez les enfants. C'est une attitude, c'est une habitude que nous devons intégrer, chaque parent à son niveau. Voilà. Il y a également Balima qui intervient dans les commentaires pour rendre le livre accessible, je dirais, en plus de ce que les panélistes ont déjà apporté comme réponse, l'implication de chaque État. Voilà, les promoteurs font déjà ce qu'ils peuvent. Il y a plusieurs pages qui font la promotion à longueur de journée. Il y a des privés qui essayent de construire des bibliothèques, mais le problème financier les limite. Alors, je dirais que chaque pays devrait avoir une politique claire, voilà, une politique claire sur la question du livre et contribuer à construire des bibliothèques. Voilà, là, ça fait appel à une sorte de plaidoyer qu'il faudrait certainement mener pour appeler, n'est-ce pas, à une plus grande interaction de la part de notre autorité centrale. Justement, voilà, merci. Pour contribuer un tout petit peu plus notamment aux commentaires de Balima, j'ai lu aujourd'hui que le Zimbabwe avait lancé un projet de création de 1500 bibliothèques numériques. Donc, je pense que il y a certains États, en tout cas au niveau local, font en sorte de promouvoir cette accessibilité-là. Et en Côte d'Ivoire aussi, il y a le SILA, le Salon du livre africain. Même ici, au niveau des diasporas, on a plusieurs activités. On a le festival à Nantes, on a le Salon du livre africain à Paris. Donc, je pense que les initiatives sont là. Bon, c'est vrai qu'au niveau de l'État, c'est particulier, mais je pense que chaque État à son niveau, d'une manière ou d'une autre, je pense, essaie ou contribue en tout cas pour les pays que je viens de citer à promouvoir cette accessibilité-là. Ce qui est important, parce que si l'État montre l'exemple, je pense que ça permettra aussi de faciliter la suite, la prise de la continuité plutôt au niveau individuel. Oui. Que l'État aussi doit montrer l'exemple. Totalement d'accord. D'accord, merci. Merci pour cette contribution. Alors, ça permet de voir, comme j'ai dit, très chers internautes, vous pouvez réagir dans les commentaires à tout moment. Et justement, parlant de la réactivité des autorités qui nous gouvernent, il y a également la place des acteurs du livre. Vu qu'on parle de promotion avec vous, l'abbé Malik, la communication. La communication est le centre de notre thématique aujourd'hui. Comment est-ce que le travail que nous faisons est déjà très bien, le travail que vous faites à la médiathèque est déjà très bien. Maintenant, quels sont les mécanismes que vous mettez en place, voilà, pour que vos activités, pour que vos initiatives soient connues et voilà, attirent plus de personnes à connaître déjà ce qui se fait? Parce que souvent, le problème se situe aussi au niveau de la communication. Les initiatives sont bien présentes, mais qu'est-ce qui se fait pour que, n'est-ce pas, une plus grande portée soit au courant de ce qui se passe déjà? En ce qui nous concerne, merci. En ce qui nous concerne, on peut parler d'une communication à 3 niveaux. Le premier niveau, le niveau très basique, il s'agit de la communication de bouche à oreille, du fait avec les élèves, qui de temps à autre en parlent avec leurs parents, leurs amis. Le deuxième niveau, ça c'est la première communication basique. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la communication numérique. Nous avons des pages, nos pages Facebook et nos pages Instagram de l'école catholique Saint-Augustin de Rousseau.
La difficulté que j'ai est celle-ci que je n'ai pas la bonne expérience avec les médias, les réseaux sociaux pour permettre d'avoir déjà une bonne communauté. Sinon, je crois que je vais rencontrer Fatoumata pour qu'elle m'aide Oui, à, qu'elle m'aide à mieux communiquer dessus. Avec Et grand plaisir. voilà. Et le troisième niveau, c'est celui de faire appel à des professionnels. Et c'est oui, justement à là que je vais m'atteler cette année avec Acolyte et Madame Pauline qui va m'aider à communiquer sur des activités que nous faisons régulièrement ici. Et là, on peut avoir un plus large public, un public plus grand. Donc, je crois qu'il y a d'abord la communication basique qui est toute simple qu'on connaît, on programme et on en parle. oui. Le deuxième niveau au niveau des réseaux sociaux. Et le troisième niveau, c'est de faire appel à des professionnels de la com pour permettre justement qu'avec leur expérience de communication et leur communauté, de vulgariser ce que vous faites au niveau micro, de sorte qu'il soit connu au niveau macro. Je crois que cette année, on va se lancer là sur cette base-là. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup l'abbé pour cette contribution. Et le SAPLO, justement, c'est ce rendez-vous de réseautage qui permet à tous les acteurs, à tous les promoteurs du livre de se retrouver et de voir comment faire évoluer les choses ensemble. Vous l'avez déjà dit au début, il s'agit d'une initiative commune. Et pour ceux qui nous rejoignent en ce moment, vous pouvez participer en laissant les commentaires, en apportant votre contribution ou vos questions. Alors, il y a Bailash qui intervient aussi en disant vous faites partie des pionniers, donc c'est toujours difficile de commencer. Une fois que les effets sont visibles, la conversion se fait plus facilement. Le drame, à mon sens, c'est que pour le nerf de la guerre, à savoir l'argent, dès qu'il s'agit du livre que l'on considère comme un produit de luxe, l'approche pour trouver des fonds reste trop académique. Votre médiathèque gagnerait à utiliser des approches commerciales plus ludiques pour récolter les fonds. Malheureusement, il n'y a pas De miracle. de miracle. Miracle. C'est ça. Oui, malheureusement, il n'y a pas de miracle. Voilà, merci, merci beaucoup, Bailash, pour cette contribution. Merci beaucoup. Je crois que l'abbé Malik note tout ceci et qui va tirer ce qui lui sera utile. Voilà. Merci, comme on disait, vous pouvez nous rejoindre le salon du promoteur littéraire en ligne. Alors, j'aimerais apporter un point en disant c'est une initiative en ligne qui permet non c'est-à-dire qui permet de s'affranchir de toute contrainte, les contraintes de déplacement, la seule chose qu'il nous faut maintenant, c'est la connexion Internet. Alors, à tous ceux qui trouvent toujours un prétexte pour ne pas lancer des initiatives ou participer, quel est votre prétexte aujourd'hui pour ne pas faire partie, n'est-ce pas, de la chaîne du livre? Alors, on dit simplement merci à Acolyte et on encourage l'initiative. Voilà. Alors, il y a des commentaires des internautes qui réagissent dans les commentaires. Merci à Acolyte, merci au Saplo. Voilà. Et voilà, nous parlions tout à l'heure de la réaction de l'État et des initiatives, des actions que les promoteurs littéraires doivent mettre en avant pour faire connaître leurs initiatives. Et justement, vu qu'on parle de redynamiser les habitudes littéraires, pour que l'initiative soit commun et que ça booste plus, Fatoumata, quel serait selon toi le rôle que les médias peuvent jouer dans... C'est vrai que j'avais préparé cette question pour Marina, qui travaille justement dans le domaine de la communication, mais je pense qu'ensemble et avec les internautes, on pourra répondre. Quel est selon toi le rôle que les médias peuvent jouer dans cette lancée? Pour redynamiser les Oui, habitudes. justement pour redynamiser les habitudes. Au niveau des médias, je pense que c'est une porte d'entrée. Les médias sont quand même, c'est un moyen, on va dire. C'est un moyen de communiquer sur ces habitudes-là. Maintenant, au niveau de la redynamisation, je me dis que ouais, pour moi, ça reste un moyen. Oui. C'est quelque chose qu'on peut utiliser. C'est un moyen par lequel on peut passer justement pour faire connaître les différentes, on va dire les différents moyens de redynamisation. Parce que tout ça revient finalement si on reste
sujet qui nous réunit ce soir, les différents formats de livres, c'est par les médias principalement que ça passe. Quand je dis médias, j'entends réseaux sociaux, j'entends médias classiques, traditionnels. Et ces médias-là sont censés quand même, on va dire, promouvoir et être les premiers défenseurs de ces formats-là. Si, par exemple, si je prends l'exemple de mon blog et que j'ai envie que si mon blog parle donc je parle de différents formats de livres traditionnels papier, livres audio également, donc plutôt e-book, et que j'ai envie de faire promouvoir ça. Mon premier moyen, c'est le média. C'est de passer par, si c'est un journal ou si c'est un plateau de télé ou une émission. Sauf si je n'ai pas compris le sens de ta question, mais je pense que je ne sais pas si je me dirige vers la bonne réponse. Vas-y, c'est clair. Mais ça serait, pour moi, c'est un moyen. Le média est un moyen de promotion parmi tant d'autres. Il faut juste savoir s'en servir pour justement booster cette redynamisation-là. D'accord. Oui, justement. Et aujourd'hui, on assiste à une explosion, voilà, avec le phénomène de convergence numérique, d'avoir tous les formats possibles pour avoir accès aux livres. Et là, ça pose un réel problème parce que les choses, c'est vrai que les choses avancent, mais quand même à pas lent. Alors, l'abbé, quels sont, selon vous, ce qui peut bloquer, ce qui bloque encore aujourd'hui une explosion ou une ouverture complète du livre, une accessibilité complète du livre dans notre contexte? Dans notre contexte, qui est le contexte camerounais africain, je crois qu'il faut prendre la chose de façon globale. Oui. Parce que, par exemple, on prend en France, nous voyons un peu comment ils se comportent avec le livre. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un a parlé là du nerf de la guerre. Quelqu'un va vous dire qu'il ne trouve pas l'importance de passer de 45 1 heure à lire un livre alors qu'il doit chercher l'argent. Donc, je crois que le problème est global et un problème entraîne un autre. La précarité de la vie fait en sorte qu'on ne trouve pas l'intérêt de nourrir l'esprit. Parce que là, il s'agit justement, quand on parle de livre, de la culture de l'esprit. Et ne demande pas à quelqu'un qui a des problèmes de vaincre, d'aller lire un livre. Il va dire qu'il n'en trouve pas l'intérêt. Donc, les révolutions se tiennent et vont de pair, de sorte que, en travaillant pour la formation, pour l'éducation, qu'on montre l'intérêt de lire un livre. Nous autres, nous avons peut-être la chance, la grâce de toucher le livre dès le bas âge. Ça fait qu'on a très vite compris l'importance. Mais celui qui n'a pas compris l'importance du livre, il préfère lui regarder ses vidéos que de lire même un livre, qu'il soit e-book ou numérique, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, c'est une question d'éducation. Parce que je crois qu'on doit refaire pour l'accessibilité, parce que l'argent vient après aussi. On doit refaire une éducation au livre comme ce salon que nous sommes en train de faire. Éducation au livre en montrant la pertinence, en montrant l'importance et en montrant les avantages qu'un homme avec grand H a à lire un livre et en montrant justement la différence qui existe entre les hommes de culture, les hommes de lecture et les hommes qui ne lisent pas. Et si on parvient à prouver la pertinence de cette différence, peut-être que certains s'y engageraient. Je crois que l'accessibilité devient parfois aussi un alibi. Un alibi pour ne pas lire. Parce qu'à la vérité, aujourd'hui, si vous descendez dans le cadre de Cameroun, si vous descendez à la poste, au niveau de la cathédrale, la Camère, mais il y a des livres pour tout, même à 500 000 francs. Ça fait que parfois aussi, qui veut peut. Qui veut peut. Du coup, on ne lit pas parce qu'on ne veut pas lire. Et vous avez des jeunes qui ont des téléphones de 400 000. Ce n'est pas par faute d'argent qu'ils n'ont pas de livres. Ce n'est pas par faute d'argent qu'ils ne s'abonnent pas dans une médiathèque de la place. Oui, surtout qu'ils peuvent avoir accès aux livres en ligne. Oui, justement, ils peuvent avoir des livres, des accès en ligne.
Donc, je crois que le problème, notre travail serait de montrer la pertinence et l'importance du livre à toutes les catégories sociales pour que dès la base, nous puissions avoir un accès, un nouvel intérêt pour le livre. Parce que si on ne trouve pas l'intérêt, on peut avoir des centaines de millions, mais on ne va jamais lire. On peut avoir la connexion fluide, on ne va jamais lire. On peut avoir une bonne liseuse, on ne va jamais lire. Donc, je crois que l'enjeu de la communication serait de montrer la pertinence et l'importance du livre. Et on a justement eu dans notre contexte l'idée du livre, comme disait Fatma, juste pour valider. Oui. Les enfants, on a fait le seul contact avec le livre qu'en classe pour valider. On n'a pas montré que le livre était un nouvel univers, était un lieu d'épanouissement, était un lieu de grandissement, de croissance. Oui. Je crois que ça me donne une idée à l'instant de se dire, il faudrait plutôt orienter la communication en montrant le livre comme un nouvel outil, un nouveau moyen de croissance, dans ce sens-là, pour permettre justement à tout le monde de trouver du bien, de s'y plaire dans la lecture. Parce que si on ne montre pas les bienfaits de la lecture, personne n'ira se prendre un livre pour le lire. Et je crois que Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'abbé. Alors, vos propos rejoignent ceux de Ali Ali Purgol, que nous avons reçu l'autre jour, qui disait qu'il a été dégoûté par la littérature quand il était au secondaire, justement, parce que les canons d'éducation étaient conditionnés et ça l'a pas amené à aimer ce qui se faisait, comme les consignes qu'on donnait toujours, commentaires de texte, commentaires grammaticaux avec des conditions déjà préétablies. Je crois qu'il y a aussi ces aspects-là qu'il faut revoir. Et justement, les internautes sont d'accord avec nous parce qu'ils disent, je ne comprends pas comment des gens qui sont connectés tous les jours sur Facebook, TikTok ou YouTube pour s'enjailler ou participer à des dramas viennent dire qu'ils ont des problèmes de connexion. J'avoue que je ne comprends pas cette inaccessibilité sélective. Ça rejoint ce que l'abbé disait tout à l'heure. Je crois qu'il y a un manque aussi de volonté quelque part. Et il y a Anne-Marie Tolengon qui dit, est-ce que la radio pourrait être une voie de promotion du livre audio? Alors, je crois que la question est en soi une réponse. Fatouma, tu veux apporter quelque chose? Non, mais complètement, parce que il y a même, je ne sais pas du tout sur le continent ce qui se fait en termes de promotion de promotion littéraire à la radio, mais pour le cas de la France ici, oui, il y a même des chaînes de radio qui sont dédiées justement aux livres audio. C'est-à-dire que ça passe en boucle. Il y a soit les chaînes de radio, soit les chaînes de podcast, comme Spotify, Apple Podcast, tout ça, qui sont même dédiés qui ont on va dire, des branches dédiées à la promotion des livres audio. Donc oui, pour répondre, la radio est effectivement une voie de promotion du livre audio, totalement. D'accord, parfait. Voilà, je crois que la radio ne sert pas seulement de promotion du livre audio, mais du livre en général, parce qu'il y a même des émissions qui sont exclusivement axées sur la promotion du livre et des auteurs. Donc la radio joue un rôle essentiel. Un média parmi tant d'autres. Oui, voilà, comme d'autres médias. Oui. Voilà, il y a également Balima qui revient. Pour que les initiatives soient vraiment impactantes, j'allais proposer à tous ces promoteurs d'évoluer en réseau. Ce réseau permettra à chaque initiative d'être vue dans d'autres pays. Cela va permettre aux différentes œuvres de voyager facilement et aux acteurs de se faire connaître hors de leur zone. Je prends en exemple Acolyte et l'association des alliés du livre et de l'éducation Adalé que je représente, qui s'accompagnent mutuellement, surtout dans la promotion de la communication littéraire, très certainement. Voilà, merci beaucoup, Balima. Merci pour tes contributions. Voilà, je crois que les initiatives, comme on l'a dit dès l'entame, il faudrait juste multiplier les initiatives parce qu'on n'en aura jamais assez. Exactement. Voilà. Alors, Anne-Marie qui revient, montrer des situations de lecture dans les feuilletons populaires et y faire du placement de produits du livre. Avis aux scénaristes et producteurs. Oh, merci Anne-Marie. J'espère que les producteurs nous regardent en ce moment, ou en tout cas que ce message tombera, n'est-ce pas, dans leurs oreilles.
c'est une très belle idée parce que on le voyait déjà aussi dans une édition précédente du Saplo. Je me rappelle plus trop de son nom, un panéliste qui disait qu'il avait justement abordé un scénariste camerounais avec la question de promotion du livre dans les scénarios. C'était lundi, c'était Junior au sein. Voilà, c'était Junior, justement, qui parlait de ça. Et je crois que c'est quelque chose qui est effectivement, qu'on doit effectivement prendre en compte. Plus seulement des jeunes qui sont centrés sur leur téléphone ou bien en boîte de nuit, mais pourquoi pas des jeunes qui restent chez eux le soir et qui ouvrent un livre. Voilà, ce serait aussi intéressant. Voilà, merci. Voilà, merci à tous ceux qui réagissent dans les commentaires. Merci beaucoup. Et il y a Ariel qui dit, justement, ensemble, on est plus fort. Toujours plus fort. Oui, c'est clair. Voilà, il y a Bailash qui revient. En matière de dynamisation, avez-vous parlé des chroniques sur Facebook? Voilà, avez-vous parlé des chroniques sur Facebook? Je sais qu'à une époque, beaucoup lisaient sur Facebook par épisode. Des jeunes plumes qui partageaient leurs écrits. Justement, c'est un aspect qui est très intéressant. Alors, quel est le phénomène selon Fatimata? Qu'est-ce que tu penses du phénomène de blog, de chronique, voilà, des blogs? Mais je rejoins totalement Grace. Effectivement, c'est bien de rappeler qu'il y avait à une époque, je ne sais plus si ça continue maintenant. Moi, en l'occurrence, là, tout de suite, j'ai plus Facebook parce qu'on me l'a piraté. Ça, c'est en parenthèse. Mais effectivement, quand j'étais au lycée, moi-même, il m'est arrivé de suivre des pages de chroniques qui étaient très intéressantes et qui étaient, en fait, c'était fait de telle sorte à ce que Facebook, c'était le réseau de référence il y a quelques années, avant l'apparition de Instagram, TikTok et tout ce qui va avec, le réseau social. Et c'était une autre forme de lecture, de s'intéresser à la lecture. C'était un tout autre intérêt aussi qui s'éveillait parce que c'était pas juste prendre un livre et lire, c'était des chroniques qui quand même traitaient de sujets, en tout cas ceux que moi je lisais, qui m'intéressaient et qui me touchaient aussi. Parce que c'était souvent des chroniques sur des amourettes de lycée, de jeunesse, donc c'était assez intéressant. Donc je pense que oui, c'était... Oui, justement. Oui, je crois qu'à une époque, c'était très affluent, mais avec le temps, ça a baissé. Et justement, on ne comprend pas ce qui a fait que ça baisse. Qu'est-ce qui a changé les habitudes? Je crois que c'est ça aussi que nous étudions dans cette thématique. Qu'est-ce qui aurait, selon vous, l'abbé, changé ces habitudes-là? Les habitudes de lecture. C'est vrai qu'on a des chroniqueuses camerounaises qui travaillent toujours dans ce sens. Par exemple, Binkou, la Nerveuse, qui fait de très bonnes chroniques sur ses pages que j'aime beaucoup. Mais les habitudes ont baissé. Et on veut voir, en parlant de redynamisation, il faudrait voir déjà ce qui a fait que les choses changent. Je pense que si je peux me permettre de reprendre juste un petit bout avant AB. Je me dis, et ça me vient à l'instant. Ok. Non, vas-y, AB, vas-y. 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 Ok. Moi, à une époque, Facebook était essentiellement, comme elle disait, le seul réseau qui existait. Il y avait d'autres qui n'étaient pas encore créés. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une panoplie de réseaux. Exactement. Et être présent sur tous ces réseaux n'est pas évident. Il faut être sur Facebook, il faut être sur Instagram, il faut être sur Snapchat, il faut être sur TikTok, il faut être sur X. Oui, il faut être sur X. Je crois que tout ça fait en sorte que les internautes cherchent déjà d'autres formes d'épanouissement. Et avec TikTok, qui est viral, je préfère faire des chroniques vidéo en termes de vidéos de quelques minutes et puis on revient la prochaine fois. Je fais des chroniques, puisque comme disait Fatima, c'était des histoires d'amourettes dans le style harlequin, harlequin. Et c'est tellement facile de faire maintenant ça en termes de vidéo que je crois que c'est ça qui a diminué cette tendance chroniqueuse qu'on avait sur Facebook. Quelqu'un l'a dit, ça fait il y a plus de 10 ans et il y a une décade. Donc, il y a toute cette influence d'accessibilité au réseau qui fait en sorte que certaines pratiques diminuent et quelqu'un ne trouve pas la peine. Vous allez voir même dans les conversations sur WhatsApp, quelqu'un ne trouve plus la peine de vous faire un message. Allez,
il utilise son téléphone, il vous fait un voice. Oui, des 5 minutes. Oui, De 5 minutes, Parfois, exactement. il fait une voice. Et donc, on ne demandait pas à quelqu'un d'aller faire 15-30 minutes pour écrire quelque chose qui pouvait faire en vidéo en 5-3 minutes. Donc, je crois qu'il y a tout ça qui joue. Surtout que avec la vidéo, sur TikTok, on a la possibilité de devenir influenceur. Avec oui, la petite chronique de quelques minutes là, tout le monde ne Exactement. va pas forcément lire, tout le monde n'aura pas accès et les gens voient plutôt l'aspect de reconnaissance, de mise en évidence. Mais il y a tout ça qui oui, entre en jeu. Surtout quand on s'est rendu compte que les médias, les réseaux sociaux peuvent procurer une notoriété et puis rapporter un gain financier oui. certain. Oui, et tout ça. Je crois que ça, c'est ma petite D'accord, analyse de la chose. Et peut-être que d'accord, merci Fatma beaucoup. t'a dit. Totalement Oui, d'accord avec toi, alors, Abbé. justement, Fatoumata, Ça, en fait, est-ce que les aides, oui. oui, est-ce que ces formats, est-ce que l'adaptation, disons, l'adaptation des chroniques écrites en vidéo, est-ce que ça altère, selon toi, le futur, disons même comme ça, le futur du livre? Je n'irai pas Est-ce qu'il y a jusqu'à un dire que risque? oui, ça altérerait le futur du livre, mais ça marque en tout cas un avènement, hein. Oui, Ce sont des habitudes qui changent, des mentalités qui changent. Comme l'a dit Abbé, là, les jeunes ont commencé à chercher depuis quelque temps une autre forme d'épanouissement à travers les réseaux sociaux. En plus, il y a une multitude de réseaux sociaux maintenant. Il y a une multitude de choix, de contenus. Donc, je pense que rien que pour ça, et même avec la montée en puissance des influenceurs, et même quand on parlait du fait que il y a quelqu'un en commentaire je crois que c'est Anne, qui a dit que au niveau des producteurs, il devrait avoir des séquences de lecture de livres dans certains épisodes. Mais même les influenceurs aujourd'hui, la plupart des jeunes aujourd'hui suivent des influenceurs qui parlent de drama, qui parlent de oui, cheveux, oui, qui parlent de toutes sortes de choses. justement. Et pourquoi les influenceurs aujourd'hui qui ont une certaine communauté, un certain pouvoir médiatique, justement, ne pourraient pas être les porte-paroles? Les porte-paroles de promotion, des vrais promoteurs du livre, en fait. Ça, c'est Oui, aussi, ça Exactement. pourrait être une bonne chose parce que le but, finalement, c'est de sensibiliser cette jeunesse au livre, à la lecture et oui, même à l'essence même du livre, au pourquoi je lis. C'est pas lire pour lire, mais comme le disait Abbé, c'est au bienfait du livre, de sensibiliser au bienfait du livre. C'est-à-dire, je lis parce que le livre, c'est un épanouissement, parce que ça te fait voyager, parce que ça t'ouvre l'esprit, parce que ça te stimule. Tout ça, c'est important. Mais il faut que les personnes qui aujourd'hui ont une certaine visibilité puissent faire passer le message. Très exactement. Donc, d'accord, oui, pour moi, les réseaux sociaux devraient mieux servir, on va dire, d'accord. notamment pour le sujet qui nous concerne. D'accord, Fatoumata, merci. Et justement, qu'on parlait d'adaptation de format écrit en virtuel, en vidéo, et qu'on a vu qu'il y avait un risque, est-ce que on revient justement dans la notion de format avec vous, l'abbé? Est-ce que justement, il ne faudrait pas prioriser, par exemple, le format de livre imprimé finalement? C'est vrai qu'on Le- ne veut pas se mettre dans des conditions, mais avec le risque que ça peut comporter de faire disparaître carrément la culture du livre physique, est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser cet aspect-là? L'aspect numérique, je crois qu'il faudrait, en termes de livres, il faudrait toujours faire un équilibre. Le livre, comme on le dit, dans notre imaginaire, le livre est d'abord le support physique papier. Quand on Oui, parle de livre, on fait automatiquement une projection vers un document support papier. Maintenant, les nouveaux formats sont des méthodes palliatives ou alors sont des méthodes qui s'adaptent au temps pour permettre à tout un chacun d'avoir un accès. Je ne souhaiterais peut-être pas qu'on fasse une promotion d'un format au détriment d'un autre, oui, mais je crois qu'il faudrait toujours qu'on fasse un alliage l'un avec l'autre, de sorte que il y a un équilibre. Parce que le danger du numérique, c'est que c'est un outil, c'est-à-dire que il suffit qu'il n'y ait pas le courant, que vous n'ayez pas de téléphone, que vous n'ayez pas de connexion, qu'il y ait un gros problème réseau, ou alors que vous soyez dans une zone qui existe,
les zones non connectées, on parle de nos contextes. Vous faites comment? Si vous n'avez pas de batterie, si vous n'avez pas un bon téléphone, vous n'avez pas une bonne liseuse, alors vous comprenez qu'il faut absolument avoir un support physique. Et maintenant, il peut arriver que vous ayez un voyage et là, il faut avoir un support numérique. Donc, ça dépend justement des conjectures, des situations et du contexte dans lequel vous vous trouvez qui vous permet de choisir le format qui sied en fonction de votre contexte, de votre situation. Parce qu'il y a aussi comme moi, comme ça, ne m'enlevez pas le livre physique, vous m'avez tué. On est d'accord. Oui, surtout avec beaucoup de volume. Surtout avec beaucoup de volume. Oui. Je ne suis qu'entouré de ne m'enlever pas le livre physique. J'avoue, je lis difficilement sur un support numérique parce que j'ai toujours la culture de prendre des notes, de souligner. C'est vrai qu'il y a des souligneurs numériques, mais parfois le téléphone, vous êtes toujours connecté à un WhatsApp qui arrive, il y a une application, il y a le désir de toujours communiquer avec l'extérieur. Ça fait que parfois, je pose dans le téléphone, je ferme la machine, je mets une musique en fond sonore, je prends mon bouquin et puis on s'en va. Maintenant, si je voyage, je peux prendre mon casque ou mes AirPods et je me fais écouter un livre que je n'ai pas terminé et il passe en boucle. Ou alors, je peux avoir la tablette, mon iPad sur lequel je lis. Vous voyez, donc ça dépend vraiment de la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est justement ce qu'on disait dès le début, qu'il faut avoir cette panoplie d'offres là pour permettre à tout un chacun de se retrouver dans ce qu'il aime. Parce qu'on a dit que la base, ce n'est pas le format. La base, c'est l'amour que nous avons pour le livre, qui nous fait justement embrasser tous les différents formats que nous pouvons avoir à la portée de main, du moment que, comme vous l'avez si bien dit Dominique, du moment que le contenu y est. Je crois que c'est ça un peu. Merci. D'accord, merci beaucoup l'abbé. En tout cas, vous, les panélistes, aujourd'hui, vous dites des choses très intéressantes. J'ai envie d'applaudir. Est-ce qu'on peut juste applaudir ensemble? Oui. Voilà. Alors, il y a un internaute qui a dit tout à l'heure dans les commentaires, qui parlait tout à l'heure dans les commentaires des zones reculées et de l'accessibilité du livre dans ces zones-là. Et j'aimerais qu'on revienne sur cet aspect. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être menées. Par exemple, il y a Irine qui travaille dans ce sens et qui a initié un programme Lire au village. Voilà, je crois que c'est un programme qui promeut aussi la littérature dans les zones reculées, dans les zones difficilement accessibles. Mais est-ce qu'il existe, selon toi, est-ce que tu connais, Fatoumata, d'autres initiatives ou d'autres idées qui pourraient, n'est-ce pas, aller dans le sens de faire accéder tout le monde, les zones reculées aux livres? Alors, les initiatives, je dirais qu'il faut d'abord prendre le problème en amont, enfin, essayer de le résoudre en amont. Parce que généralement, dans ces zones reculées, vous me corrigerez ainsi chez tort, l'accès à l'éducation même simplement est compliqué. Je ne sais pas, quand tu dis zone reculée, c'est juste par exemple, dans les villages, c'est pas tous les villages qui ont des écoles. Oui. Dans certains pays d'Afrique. Donc déjà, il faut savoir lire pour pouvoir prétendre avoir accès à un livre. Donc je pense qu'il y a déjà des problèmes à traiter en amont dans certaines zones reculées avant de parler d'accessibilité du livre même. Donc pour moi, ça serait ça. Déjà, mais non, dans les zones où effectivement il y a déjà les infrastructures nécessaires, notamment pour permettre aux enfants de savoir lire et écrire, à ce moment-là, oui, ça serait la solution de la bibliothèque. Je pense que c'est la solution la plus accessible, faire des dons, des appels à dons de livres et alimenter, parce que ça, on va dire, c'est à la portée de tout le monde, de faire des appels de dons aux livres et même si c'est une petite bibliothèque de quelques ouvrages, au moins donner un minimum de choix ou d'accès à un certain nombre de livres aux enfants pour justement pouvoir les stimuler un minimum, quoi. Oui, d'accord. Super. J'aimerais. Oui, bien sûr. J'aimerais renchérir pour dire que ce que Fatoumata a dit est très important. Pourquoi? Parce que il faudrait. Le problème du livre est un problème d'éducation. Et ça fait que. Et le lieu de l'éducation, c'est quoi? C'est l'école.
Donc, et j'aime beaucoup l'initiative de la scène littéraire Oui, de Anne, de Madame Joie, qui va vers les écoles, les lycées environnants pour proposer des visites dans sa bibliothèque, pour proposer des échanges. Ça veut dire que je crois que dans le thème, dans la dynamique de redynamisation, chaque bibliothèque, chaque médiathèque, chaque structure de livres, que ce soit même des blogs, doit pouvoir ancrer un réseau avec une école et se dire que j'ai déjà un public cible bien détaillé, bien précis. Ça peut être une école secondaire, ça peut être une université, ça peut être une école primaire, mais quand même, chaque bibliothèque doit pouvoir se dire quelle est l'école dans laquelle je dessert. Parce que les enfants ne viendront pas toujours à nous. Il faudrait peut-être que nous allions vers eux. Et en ce moment-là, on peut sauver une ou deux personnes et avoir déjà une dynamique qui se relaie. Donc, dans ce sens d'accessibilité-là, par exemple, il y a des villages, justement, où il y a l'école, il n'y a pas de livres. Peut-être avec des bibliothèques qui ont déjà une grande capacité d'extension, voir dans quelle mesure desservir une école rurale pour permettre justement à ces enfants-là d'avoir un accès. Et là, ils vont plus voir la littérature comme un devoir, Une oui, comme une corvée. obligation, comme un fardeau. Et comme quelqu'un disait, proposer des activités ludiques pour attirer les jeunes, pour attirer les jeunes. Je crois que ce serait intéressant dans ce sens-là. merci beaucoup, Merci. l'abbé. Merci beaucoup. Vous mettez en lumière un point très intéressant, la position justement des bibliothèques et des agences de promotion littéraire qui pourraient aussi aller, voilà, vers la bibliothèque ne devrait plus seulement rester statique. Je crois que c'est même l'une des motivations qui a poussé Pauline Angono, la promotrice du SAPLO, à justement aller initier ces genres d'initiatives pour aller vers des personnes, leur proposer le livre, les faire connaître l'initiative du livre. Merci beaucoup. Alors, il y a également une question qui arrive. Il y a une question juste avant celle-ci qui disait, en parlant de format de livre, à quoi fait-on allusion? Alors, Fatoumata, est-ce que tu as envie de répondre? Oui, En bien sûr. parlant de La format de personne livre, n'était pas à quoi fait-on allusion? adhésion. Elle a dû manquer, la personne a dû manquer le début Oui, vraiment. du Elle nous a panel. certainement pris. C'est ça. Alors, quand on parle de format de livre, on parle de format traditionnel, donc tout ce qui est livre papier. On parle de e-book, donc livre numérique. On parle également éventuellement d'audiobook. Hein. C'est un format de livre aussi qui monte en puissance là, depuis quelques temps. Oui. Voilà, justement, le format numérique aussi correspond à tout le phénomène de convergence numérique à travers la promotion, les radios, la promotion du livre à travers les radios, les télés, enfin tout ce que Fatoumata a cité tout à l'heure. Voilà, il y a Anne-Marie qui revient, une initiative de plateforme digitale de livres africains pour enfants. Andrika Jeunesse, voilà, justement, qui travaille dans la promotion du livre africain pour enfants. Il y a justement des initiatives, comme on disait, qui existent déjà. L'initiative de Andrika qui est encouragée. Il y a également le Salafé qui est promu par Nadine Mekougoum, qui promeut aussi les livres, le festival du livre africain pour enfants. Alors, il y a Bailash qui revient. J'ai posté ce commentaire sur une mauvaise page tout à l'heure pour rebondir la redynamisation. Alors, je me souviens aussi de Wattpad qui allait dans le même sens et qui a permis à de nouvelles plumes d'émerger. Et il ou elle avait des lecteurs. Donc, pour moi, c'est une preuve que la jeunesse lit. Alors, peut-être pas des romans, mais cela reste pour moi de la lecture. J'avoue Complètement. que c'était plutôt romance, effet de société, pas mon style, mais tout de même, cela prouve que des gens étaient assez intéressés, j'imagine. Bon, bref, là, on ne peut pas. Merci beaucoup, Baïlis, pour cette contribution. On ne peut pas imposer à une personne de lire un certain type de livre. Ça peut être un journal ou bien une feuille de papier que vous avez trouvé en route. Vous voyez, la lecture, ça commence partout. Il y a d'ailleurs Daniel Ilango qui disait qu'elle avait ramassé un livre à la poubelle et c'est un livre qui l'a complètement impacté, qui a changé sa vie. Donc, je crois que l'important, c'est déjà d'avoir l'amour, cet amour-là, cette passion, comme disait l'abbé, de lire. Voilà. Et il y a également Anne-Marie, pardon, qui revient. J'ai participé la semaine dernière au premier salon du livre jeunesse de Lomé au Togo.
Plusieurs associations animent des bibliothèques mobiles dans certaines zones rurales et quartiers populaires. Voilà, merci Anne-Marie pour cette contribution. Ça revient à ce qu'on disait. Il faudrait peut-être que les bibliothèques aillent, voilà, que les bibliothèques ne restent plus statiques, mais qu'elles aillent, voilà, vers leur public cible. Exactement. Ce serait également une bonne initiative. Voilà. Et il y a Anne-Marie qui revient aussi. Au Mboa, on commence par lire l'emballage des beignets. C'est tout à fait ça. On commence par lire le paquet de cigarettes qui est écrit fumer dessus. Oui, je crois que c'est des choses très, très intéressantes. Voilà, merci. Et merci à tous ceux qui réagissent dans les commentaires. Alors, c'est vrai que le temps va bientôt nous suspendre, va bientôt suspendre son envol. Alors, on va prendre avec vous, l'abbé Malik, votre actualité littéraire. Sur quoi, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter avant? Non, non. Rien à ajouter, juste pour dire que la difficulté que je rencontre dans le sens de la promotion, c'est que je travaille un peu seul. Et Oui, l'occasion du salon est justement une occasion de rencontre. Donc, je me rendrai disponible et j'appelle, n'est-ce pas, l'aide de vous tous qui êtes déjà des aînés avec beaucoup d'expérience dans la promotion pour nous permettre de grandir dans cette dynamique cette dynamique de redynamisation pour permettre à nos enfants d'avoir, et pas seulement mais les enfants d'ici, d'avoir un accès total aux livres. Je crois oui, que je me rends disponible pour apprendre auprès de vous. C'est la raison pour laquelle je n'ai même pas hésité un seul instant, malgré les occupations qu'on peut avoir vendredi soir pour un break, à venir partager, à venir découvrir. Alors, je dis à Fatoumata que j'espère qu'elle pourra nous aider à davantage faire connaître ce que nous faisons. Parce que justement aussi, il y a le fait de faire les choses, mais le simple fait que nous n'ayons pas la méthode pour faire connaître ces choses-là, ces initiatives se meurent. Il y oui, a il y a des talents il y a des talents qui peuvent naître, mais ils n'ont pas d'accompagnement. Il y a des initiatives qui se font parfois même au niveau basique, mais il n'y a pas d'accompagnement. Et c'est là la force des grandes institutions de pouvoir faire une grande communication sur ce qu'ils font, au point où vous qui faites des choses parfois même meilleures, vous n'avez pas la même reconnaissance parce que vous n'avez pas le bon accompagnement, la bonne visibilité. Et comme on dit, le cadre dans lequel on se trouve détermine parfois qui nous sommes. Donc il y a oui, ça et c'est par là que j'aimerais terminer pour dire, nous sommes une jeune médiathèque, très jeune, on n'a même pas encore, on va faire 1 an en décembre, très jeune médiathèque et nous ne refusons pas les aides ou alors un soutien quelconque dans ce sens-là. En termes d'actualité littéraire, je ne sais pas, la question, quel est le sens de la question pour que je puisse y répondre de façon plus précise. oui. Est-ce que vous travaillez sur des activités précises en ce moment à la médiathèque? Est-ce que vous avez Oui, des événements prévus dans les mois à venir aussi? oui, en termes d'activité littéraire, je disais déjà que nous avons notre premier café scolaire qui aura lieu le 21 novembre à l'occasion de la journée de la philosophie. Le thème sera l'échec scolaire. Parce que nous sommes rendus Oui, compte que l'échec scolaire n'est pas d'abord lié au manque de connaissances ou à l'incapacité des enfants, mais qui est un ensemble de phénomènes tout autour de l'échec scolaire. Et nous allons donc discuter autour d'une table, nous allons inviter des panélistes qui vont discuter avec les enfants donc, en termes d'échec. Et lundi, le 4 novembre, nous allons lancer les activités du club lecture et théâtre. Donc, oui, je disais aussi que la difficulté que nous avons, c'est qu'on travaille seul. Et je crois que et c'est ça qui nous ralentit parfois aussi dans l'exécution de certaines tâches. Mais nous ne désespérons pas, nous avançons et nous savons que tout commence toujours par des tâtonnements et qui pourront prendre l'effet escompté dans le temps. Donc voilà un peu de quoi il s'agit en termes d'actualité littéraire pour notre médiathèque. Et notre journal, le Petit Augustin, l'autre mensuel, sortira le mois de... il sort chaque début de mois, chaque premier dimanche. Et il sera oui. disponible le 3 novembre 2024. Donc,
le premier numéro est passé en début de mois. Donc, c'est un peu ça. Chaque mois, nous faisons un livre et puis nous faisons une affiche sur nos pages Facebook et Instagram. Voilà, voilà, merci. Merci beaucoup, l'abbé. Merci pour votre courage. Merci pour votre dynamisme qui contribue franchement à rehausser le standard de la littérature pour les enfants et au Cameroun en général. Alors, pour ceux qui nous suivent, pour les internautes qui aimeraient réagir ou alors soutenir la médiathèque de l'abbé, vous pouvez retrouver sa biographie juste dans le fil d'actualité de la page Acolyte. Voilà, il y a également Bailish qui revient en disant vraiment bravo à vous l'abbé, vous me donnez envie d'avoir de nouveau 5 ans pour venir m'inscrire chez vous. Plus sérieusement, force à vous. Voilà, merci beaucoup Anne-Marie. Merci vivement. Et l'abbé a justement évoqué la question de stratégie, de promotion, de stratégie d'élargissement du public dans ce sens-là. Et ça permettrait également même de créer, de voir, parce qu'il y a de nouvelles créations qui naissent, de nouveaux métiers qui naissent derrière ces nouveaux formats littéraires-là, ces nouvelles adaptations qu'il faudrait aussi voir. Alors, merci beaucoup l'abbé et nous souhaitons beaucoup de courage. Je sais pas si c'est la foi ou tout ça qui vous donne autant de passion, mais en tout cas, nous encourageons vivement votre initiative. Merci. Totalement. Moi, en plus de la foi, il y a mon expérience de croissance. J'ai commencé à lire très tôt et j'ai vite aimé le livre parce que j'ai vu le livre. On ne peut pas aimer généralement ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on n'a pas vu. Même la foi est une expérience de rencontre. Ça veut dire que si nous voulons sauver le livre, nous devons le donner aux enfants pour que les enfants, en grandissant, puissent l'aimer. Et on ne peut pas sauver tout le monde. Certainement, quelques-uns seront demain des Fatoumata, des Dominique, des Pauline, des Abbé Malik. Donc, on jette le filet et le filet va prendre ce qu'il pourra prendre. Et notre travail, c'est de jeter le filet, pas de savoir, de dire qui va entrer dans le filet. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se décourager. C'est un peu comme une pêche. On lance et après, on ne sait pas ce qu'on prendra. Donc, c'est comme ça. Je crois que c'est ce que nous faisons. On a bénéficié de quelque chose et on aimerait juste le transmettre. Merci. On aimerait le transmettre. Et c'est ce que je leur dis toujours, le transmettre. Voilà. Merci beaucoup, l'abbé. Merci. Alors, Fatoumata, on prend avec toi ton actualité littéraire. Sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment? Quels sont les projets à venir? Merci Dominique pour la parole et Abbé, bravo, bravo pour les commentaires qui sont là, qui remontent, te disant bravo. Je te dis bravo parce que ton initiative est à louer, vraiment à louer, à saluer et toute la force vraiment dans la continuité de tes projets. Et la médiathèque, elle est jeune, mais elle est vouée à grandir. Donc bon courage pour la suite. Oui, merci. Et maintenant, me concernant, donc pour rappeler à ceux qui nous ont rejoints, moi je suis blogueuse littéraire, j'ai ma page ou mon blog sur les différents réseaux qui s'appelle La Biblio de Fatim. C'est une page que j'ai créée dans le but de promouvoir les auteurs africains, afro-descendants. Et en termes d'actualité littéraire, mon dernier événement, c'était le Festival des littératures africaines à Nantes. L'organisation duquel j'ai participé avec la présidente Idé Rosine. Et là, actuellement, j'ai quelques interviews aussi de prévues, notamment un auteur qui lance son premier livre en auto-édition. Il va faire une soirée, un événement plutôt de lancement du livre, qui est un livre culturel ou du moins basé sur la culture afro-caribéenne. Et j'ai aussi des vidéos de recommandations littéraires qui arrivent parce que la particularité de ma page est de faire les recommandations littéraires mais en format vidéo. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure parce que les mentalités changent, les habitudes changent, donc il faut savoir s'adapter aussi, se mettre au niveau des attentes des lecteurs en tout cas ou des amoureux de la littérature et de la lecture. Donc, en termes d'actualité littéraire, voilà un peu. Il y a aussi la Biennale au Sénégal, qui va avoir lieu du 7 novembre au 7 décembre. J'y ferai un tour sur la dernière semaine. Et donc, voilà.
N'hésitez pas à découvrir ma page sur Instagram, TikTok, et j'ai aussi mon émission littéraire sur YouTube, qui est une émission qui est également dédiée à valoriser les auteurs africains, afro-descendants, les libraires aussi, les maisons d'édition. Donc, je les reçois en interview dans différents lieux ici en France. Et bon, là, je suis à la première saison, pardon, j'ai lancé cette année. Oui. Et le but, c'est de faire grandir l'émission et puis de capter un maximum de public justement pour faire connaître ces auteurs-là de tout le monde. Donc, voilà. Merci. Merci Fatoumata. Je rappelle que vous pouvez retrouver la biographie de nos panélistes sur le fil d'actualité de Acolyte ou sur Line Presse. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont participé dans les commentaires. Merci à vous, très chers panélistes, pour vos expériences tout aussi enrichissantes. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de nous retrouver ici demain avec un autre panel et avec une autre thématique qui sera axée sur le livre et les langues africaines. Voilà, comment le livre promeut les langues africaines. Ce sera une thématique qui sera tout aussi intéressante avec un autre panel. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est le salon du promoteur littéraire en ligne et ça ira jusqu'à dimanche le 27. Alors, merci de continuer à être avec nous. On a été ravis d'être avec vous ce soir et on se retrouve très bientôt. Allez, très bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Je vous écris.